de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement. La parole est à Madame la présidente Valérie Rabault. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure. Alors, il est vrai qu'il est rarement dans nos habitudes de demander une motion sur des textes émanant de nos collègues, parce que ça fait partie, effectivement, du respect républicain. Il se trouve qu'en réalité, cette proposition de loi vise à concrétiser les choix du gouvernement lors du Ségur de la santé. Et cette traduction, même si elle passe par l'intermédiaire d'une proposition de loi et non d'un projet de loi, nous semble refléter en réalité ce que le gouvernement a souhaité défendre lors du Ségur de la santé. Mais en faisant ainsi, en laissant l'initiative parlementaire, le gouvernement s'est dans le même temps soustrait à deux obligations. Celle d'avoir un avis du Conseil d'État sur le texte et celle d'avoir une étude d'impact. Eh bien, il me semble, mes chers collègues, que le respect que nous devons aux soignants aurait mérité que, sur les aspects juridiques, il puisse être sécurisé via un avis du Conseil d'État, et sur l'ensemble des conséquences qui apparaissent sur ce texte, il eût été important d'avoir une étude d'impact. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'avec les députés de mon groupe, j'ai sollicité le président de notre Assemblée pour lui demander de soumettre pour avis cette proposition de loi au Conseil d'État, comme y autorise l'article 4 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il n'y a malheureusement pas réservé une suite favorable et je le regrette. Cette saisine du Conseil d'État aurait été d'autant plus nécessaire que le contenu de cette proposition de loi, telle qu'elle a été déposée sur le bureau de notre Assemblée, s'est révélé particulièrement lapidaire. 10 pages en tout et pour tout, dont 3 pages et demie pour l'exposé des motifs, c'est-à-dire pour expliciter le contenu de chacun des articles, et 6 pages pour le contenu juridique de la proposition de loi en elle-même, qui contenait initialement 15 articles. Cette saisine du Conseil d'État aurait également été nécessaire au regard du manque de rigueur, je le dis, rédactionnel de certains articles, qui soulignent sans doute la précipitation dans laquelle cette proposition de loi a été rédigée. Au regard des approximations juridiques dont souffrait ce texte, celui-ci a dû faire l'objet d'une réécriture massive de la part du gouvernement et de la rapporteure, puisque sur les 5 articles initiaux, 6 ont fait l'objet d'une réécriture totale, ou quasi totale. Vous en conviendrez, mes chers collègues, que la crédibilité du Parlement aussi repose sur sa capacité à exercer son droit d'initiative législative en proposant des textes qui soient juridiquement aboutis, et en l'occurrence, cette condition n'a pas été remplie. Sur le fond, et je le redis, je pense que l'ensemble des soignants méritait un peu plus de considération. Alors venons-en maintenant au fond du texte. Cette proposition de loi répond-elle, oui ou non, à l'objectif qu'elle s'est fixé, c'est-à-dire à traduire dans notre droit les mesures non budgétaires annoncées dans le cadre du Ségur de la santé? Eh bien, la réponse, mes chers collègues, est malheureusement non, ou alors de manière extrêmement parcellaire. En reprenant une à une les 33 propositions du Ségur de la santé, nous constatons que sur ces 33 propositions, seules 5 se retrouvent dans la proposition de loi, ce qui, vous en conviendrez, est quand même fort peu. Ces 5 mesures, les voici. La mesure numéro 3, qui vise, et Monsieur le ministre l'a fort justement rappelé, et je rappelle qu'effectivement, il a été le premier à mener le combat dans cet hémicycle, je m'en souviens parfaitement, en 2013. Donc la mesure numéro 3, qui vise à mettre fin aux abus de l'intérim médical, qui est traduite dans l'article 10 de l'actuelle proposition de loi. Vous permettez ainsi aux comptables, c'est une mesure que je trouve assez maligne et intelligente, de bloquer les rémunérations des contrats d'intérim médical qui dépassent le plafond réglementaire ou qui ne respectent pas les conditions qui ont été fixées par la réglementation. La mesure numéro 7, donc deuxième mesure qui est reprise, sur le renforcement du déploiement de la pratique avancée, qui permet à des infirmiers de pouvoir réaliser des missions plus élargies que leur champ de compétences initial, afin de répondre aux évolutions de l'organisation des soins. Cette mesure est traduite dans l'article 1, mais un peu dévoyée, et j'y reviendrai ultérieurement.
La mesure 18, qui est reprise dans votre article 5, vise à donner plus d'autonomie aux services des hôpitaux pour leur gestion et pour l'adaptation de leur organisation. On va revenir à des choses plus concrètes en parlant des services, l'oncologie, la cardiologie, plutôt que d'avoir des superstructures au-dessus auxquelles plus personne ne comprend rien. La mesure 19 est liée à la 18. Les hôpitaux ne seront plus obligés de s'organiser en pôles d'activité qui réunissent plusieurs services. Enfin, la mesure 22, qui vise à mieux associer les soignants et les usagers à la vie de l'hôpital et qui trouve donc son prolongement dans plusieurs dispositions du texte, comme la possibilité de fusionner les CME, la commission des soins infirmiers. Ces 5 mesures que je viens d'énoncer, mes chers collègues, sont les seules qui ont été proposées dans le cadre du Ségur de la santé et que l'on retrouve dans ce texte, donc sur les 33 du Ségur de la santé. Ces 5 mesures concernent seulement 6 des 27 articles que maintenant contient le projet de loi après son examen en commission. Si nous nous rejoignons, et je l'ai dit précédemment, sur certaines d'entre elles, comme par exemple la lutte contre les abus de l'intérim médical, nous sommes en profond désaccord avec d'autres mesures que vous portez. J'en citerai 2. Je voudrais d'abord revenir sur la création d'une profession médicale intermédiaire entre infirmiers et médecins, qui figurait initialement dans le texte. Cette proposition nous apparaissait doublement problématique. D'abord parce que le Ségur de la santé prévoyait seulement le lancement d'une mission de réflexion sur le sujet. Donc, médecins comme infirmiers ont donc été très surpris de l'introduction sans sommation, pour reprendre une expression qui a été utilisée, de ce dispositif dans la proposition de loi. D'autre part, parce que l'opportunité de créer un nouvel échelon entre les infirmiers et les médecins diplômés nous semblait très discutable. En effet, sous la précédente majorité, dans la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, il était prévu de pouvoir réaliser des missions plus élargies que leur champ de compétences initial, ce qui est très bien, et il était prévu aussi qu'il puisse y avoir une évaluation. Face au mécontentement général que vous avez suscité chez les professionnels de santé en essayant de passer en force, vous avez fini par reculer et remplacer cette mesure par un rapport sur la pratique avancée pour en accélérer le déploiement. Si nous soutenons le déploiement de la pratique avancée, nous vous proposerons d'inclure dans le périmètre de la réflexion qui sera conduite dans le cadre de ce rapport la question de la revalorisation indemnitaire des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée. En effet, la grille indiciaire des personnels exerçant en pratique avancée, définie par le Gouvernement dans le décret du 12 mars 2020, s'est révélée en deçà des attentes des professionnels, puisque le décret prévoit qu'un infirmier en pratique avancée débutant sera rémunéré à hauteur de 2 085 € bruts, ce qui paraît insuffisant. Nous souhaitons dès lors que l'élargissement des compétences et des responsabilités induit par l'exercice en pratique avancée puisse se traduire par une valorisation indiciaire réellement à la hauteur de cette nouvelle qualification. Surtout, mes chers collègues, nous estimons que les 2 dispositions introduites dans cette proposition de loi visant à concentrer le pouvoir entre les mains de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, le fameux GHT, ne sont pas acceptables. Elles ne sont pas acceptables parce que, d'abord, elles n'ont pas été proposées dans le Ségur de la santé. La majorité introduit donc en catimini dans cette proposition de loi des dispositions qui auront des conséquences majeures sur la structuration de l'organisation du système de santé dans nos territoires, sans que celle-ci n'ait fait l'objet d'aucune évaluation ou concertation préalable. Inacceptable ensuite par leur contenu, la majorité souhaite, à l'article 4, donner la possibilité, à titre expérimental, au directeur de l'établissement du GHT de décider de la création de postes de praticiens hospitaliers sur l'ensemble des autres établissements du GHT, pas que le sien dont il est directeur. Concrètement, même si le directeur de l'établissement support ne pourra agir que sur proposition conjointe du directeur et du président de la CME de l'établissement concerné, et après avis de la commission médicale de groupement, celui-ci aura toujours la possibilité de refuser une création de poste qui serait demandée par des établissements parties. Nous estimons que cette proposition n'est pas acceptable et qu'elle constituerait une mise sous tutelle des établissements de santé du GHT. De plus, la première version du texte prévoyait que l'ARS pouvait s'opposer à la décision du directeur de l'établissement support. Cette possibilité a été balayée et supprimée en commission. Ainsi, la décision du directeur de l'établissement support
ne pourra souffrir d'aucune contestation ou d'aucune opposition. C'est pourquoi nous proposerons la suppression de cet article. La deuxième mesure que propose la majorité, c'est à l'article 7, vise à attribuer le poste de chef d'établissement laissé vacant dans l'un des établissements du GHT au directeur de l'établissement support du GHT. Si l'examen en commission a permis d'assouplir ce dispositif en donnant en dernier ressort à l'ARS la décision de confier le poste au directeur de l'établissement support à l'issue d'une période intérimaire d'1 an, nous estimons que cet article continue de répondre à la même volonté de centralisation aux mains de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, ce qui contreviendrait à l'esprit même de la création du groupement hospitalier de territoire, qui n'avait en aucun cas pour but de procéder à une centralisation totale des pouvoirs au sein de l'établissement support. Un tel dispositif risque dès lors d'entraîner une centralisation de la décision au sein de l'établissement support et, in fine, le non-renouvellement des postes de direction. C'est bien ça qui est à la clé dans les établissements locaux. Nous proposerons, là aussi, de supprimer cette disposition. Enfin, et surtout, ce qui peut nous frapper, Madame la rapporteure et Monsieur le ministre, c'est peut-être l'absence de fil conducteur. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas un texte qui vise à réformer ou à revoir l'organisation des systèmes de soins, mais quand même, on peut se poser la question. Cette proposition n'est qu'une tentative, par ailleurs incomplète, d'assemblage de mesures qui manquent d'articulation. Alors j'entends bien que vous ne souhaitez pas tout revoir, mais néanmoins, une bonne articulation serait sans doute nécessaire. Je vais prendre un exemple. Interroger l'organisation territoriale de notre système de santé aurait supposé aussi de s'interroger sur le rôle des ARS, des agences régionales de santé. De ceci, votre proposition de loi ne dit rien. Mais en plus, non seulement elle ne dit rien, mais elle envoie des signaux contradictoires. Et je vais vous en citer 2. D'un côté, vous retirez aux ARS la possibilité de s'opposer aux décisions du directeur de l'établissement en matière de recrutement. Et de l'autre, vous faites reposer sur les ARS la décision de confier au directeur de l'établissement de support le poste de directeur d'un des établissements de groupement qui serait vacant. Vous avouerez qu'il y a un peu de quoi y perdre son latin, notamment sur le rôle que vous souhaitez vraiment donner aux ARS. Deuxième question, une autre question d'organisation qui devra être mise un jour sur la table. Je vais prendre un exemple. La France et l'Allemagne consacrent chacune 11,5% de leur PIB à la santé. Mais en Allemagne, il y a plus de médecins qu'en France, 4,3 médecins pour 1000 habitants en Allemagne, contre 3,4 en France. Les médecins sont mieux payés en Allemagne qu'en France. Toujours en termes de comparaison, il y a plus d'infirmiers en Allemagne qu'en France, 13,6 infirmiers pour 1000 habitants en Allemagne, contre 10,8 infirmiers pour 1000 habitants en France. Ce sont les données de l'OCDE. Par ailleurs aussi, les infirmiers sont mieux payés en Allemagne qu'en France. Cela signifie donc qu'avec la même proportion de richesse nationale consacrée à la santé, nous avons moins de soignants et en plus, ils sont moins bien rémunérés. Cela signifie donc que de l'argent par ailleurs et qu'il est gaspillé dans les échelons managériaux dont parfois personne ne comprend plus ce qu'ils font. Par conséquent, notre responsabilité est double, veiller à la bonne utilisation de l'argent public et faire en sorte que les soignants de notre pays soient rémunérés du rôle énorme qu'ils remplissent et des responsabilités qu'ils prennent pour nous. Deuxième sujet qui est totalement absent de votre proposition de loi, et M. le ministre en a dit un mot et je l'en remercie, le lien avec la médecine de ville. Les praticiens, soignants, infirmiers, qu'ils soient en libéral, à l'hôpital ou aussi dans les cliniques, ont fait un pacte pendant cette crise. Tout le monde a avancé ensemble. Tout le monde a essayé de se mobiliser ensemble. Et je trouve regrettable que vous envisagiez dans ce texte l'organisation de la médecine par silo, en oubliant toutes les composantes qui, notamment je pense à la médecine de ville, qui joue un rôle essentiel pour l'organisation des soins sur notre territoire. Enfin, vous faites un texte sans parler d'argent. Bon, certes, vous me direz, ceci a été abordé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Moi, je pense qu'il faut au contraire mettre toujours en face des objectifs qu'on se fixe des moyens. Parler d'argent, c'est s'engager sur les créations de postes et les revalorisations salariales. Vous n'en dites rien. Nous vous avions proposé dès l'année dernière, en octobre 2019, un plan hôpital, un plan santé, avec des revalorisations,
des créations de postes qui étaient ciblées. Et je regrette que le texte dont nous devons débattre aujourd'hui et examiner aujourd'hui ne parle ni du nombre de créations de postes ni des revalorisations salariales. C'est donc pour toutes ces raisons, mes chers collègues, qu'avec mes collègues du groupe socialiste et apparentés, nous vous invitons à voter la présente motion de rejet que nous vous soumettons. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Nous en venons aux explications de vote. J'ai des inscriptions. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, je les rajouterai bien évidemment.